Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast CIC et vous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Arthur Aubeuf, qui est cofondateur de la société Time for the Planet et avec qui nous allons échanger sur la transition écologique. Avant toute chose, Arthur, peux-tu nous présenter la société Time for the Planet? Salut, bonjour à toutes et tous. Alors, Time for the Planet, c'est simple, c'est un outil pour vous permettre d'élargir votre rayon d'action pour le climat. Ça part d'un constat tout bête, c'est qu'aujourd'hui, quand on est simple citoyen, quand on n'est pas milliardaire ou président de la République, c'est très difficile d'avoir beaucoup d'impact et de se sentir vraiment utile et efficace pour la cause climatique. Nous, on avait cette frustration et on s'est renseigné sur les méthodes d'action qui pouvaient nous permettre de faire plus. Et on a rencontré un certain nombre de scientifiques qui nous ont fait remonter un constat assez ubuesque, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'innovations majeures dont on a besoin pour décarboner l'économie structurellement, qui sont là, qui existent et qui ne passent pas à l'échelle. Elles sont bloquées dans les labos ou elles sont bloquées à un stade de R&D. Et la raison pour laquelle elles sont bloquées à ce stade, c'est qu'en fait, les ingénieurs, les chercheurs, les scientifiques, bref, les innovateurs qui les portent, ne sont pas des entrepreneurs. Donc, eux, trouver un modèle économique, faire en sorte que ça se déploie sous forme d'entreprise, que ça conquiert des marchés, que ça grandisse, en fait, c'est diamétralement l'opposé de leur métier et aussi l'opposé de ce qu'ils ont envie de faire. Et nous, en fait, c'est ce qu'on fait avec Time for the Planet. On va détecter des innovations à impact qui peuvent vraiment décarboner massivement l'économie. On va les sélectionner avec tout un processus, un comité scientifique. Et ensuite, on va recruter des entrepreneurs chevronnés qui ont déjà monté des boîtes pour faire en sorte qu'ils gèrent le déploiement de ces innovations à grande échelle. Et notre mission, c'est de financer ça, de créer cette connexion évidemment, mais surtout de la financer avec un crowdfunding géant, c'est-à-dire avec un financement participatif qui repose sur aujourd'hui 65 000 citoyens associés, qui peuvent d'ailleurs être aussi des personnes morales. Voilà dans les grandes lignes. Merci beaucoup, c'est très clair. Donc vous êtes un peu les spécialistes de la lutte contre le changement climatique. On est tous conscients et nos auditeurs sont conscients que c'est une évidence et qu'il faut agir maintenant, mais les entrepreneurs vivent souvent ça comme une contrainte avec des coûts induits. Quels seraient les intérêts pour une entreprise, heu, à agir aujourd'hui, maintenant, avant ses concurrents? Je pense que c'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, on voit ça d'un prisme assez moralisateur, l'écologie assez punitif, ce qui donne pas du tout envie de se mettre en action, et je peux le comprendre. Et d'ailleurs, c'est aussi un constat qu'on partage. Euh, À l'inverse, je pense qu'il faut le regarder comme une révolution qui est inévitable. Elle va arriver, hein, c'est inéluctable, clairement. Et cette révolution, c'est un peu comme si je vous proposais dans les années 1990 de digitaliser votre activité. Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, vous le feriez. Là, on est sur une espèce de tsunami, c'est la vague de la transition qui est 1000 fois plus grosse que la révolution Internet. Et ceux qui vont surfer cette vague, je pense qu'ils vont vraiment pouvoir se retrouver dans des situations hyper intéressantes. Moi, je ne suis pas du tout un expert de l'écologie à la base, hein, je ne suis pas du tout un grand écolo. Il y a encore quelques années que ça, j'ai découvert ce monde-là, un peu comme plein de gens, assez tardivement finalement. Et en fait, quand on se plonge dedans, on se rend compte que c'est fascinant parce que ça apporte des grandes questions comme qu'est-ce que c'est le futur de l'entreprise? Vers quoi va devoir se transformer le modèle d'entreprise qu'on connaît aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est une entreprise soutenable? Est-ce que ça veut dire que c'est des entreprises qui sont pas rentables? Est-ce que ça veut dire que c'est pas compatible avec le fait de gagner d'argent? En fait, on se rend compte que c'est tout à fait compatible avec des modèles d'entreprise qui sont sexy, qui sont intéressants. Et en plus de ça, ça nous nourrit sur plein de choses. Et je trouve que c'est même vraiment excitant de manière générale parce que cette transition, elle nous amène aussi vers un changement de paradigme, un changement de modèle. Et aujourd'hui, on voit plein de limites à notre modèle actuel. On voit que la santé mentale des collaborateurs se dégrade, que la santé de manière générale d'ailleurs n'augmente plus, l'espérance de vie augmente plus. Il y a plein d'indicateurs comme ça qu'on a du mal à faire progresser aujourd'hui avec notre modèle. Donc comment est-ce qu'on peut questionner ce modèle? Comment est-ce qu'on peut le faire évoluer? Là, on a une super occasion de le faire et on n'a pas le choix. Donc je pense qu'il vaut vraiment mieux s'intéresser au truc, être précurseur, faire un peu de prospective et se pousser un peu pour pouvoir découvrir ce nouveau monde, plutôt que de le subir dans la contrainte demain et en effet, potentiellement de se retrouver en plus en queue de peloton. Ouais, est-ce qu'on peut dire que l'image qui va être envoyée, d'une entreprise qui effectivement, lutte contre le changement climatique, va bénéficier pour des clients qui seront de plus en plus appétents à ce type de produits ou services, «green» entre guillemets? Est-ce qu'on peut dire que ça va aider aussi au recrutement? Parce que les jeunes générations sont peut-être plus sensibles pour aller travailler dans des entreprises comme ça. Est-ce que c'est un peu ton sentiment aussi?
Mais bien sûr, moi j'ai, plein de discussions avec, un peu tous les, tous les corps de métier et typiquement là, on a discuté avec plein de PDG du CAC 40, ils nous disent tous la même chose. Aujourd'hui, on galère à recruter en fait. Les talents ne viennent plus parce qu'ils veulent faire un truc qui fait sens et ils ont pris du recul aussi. Ils se disent: «Moi, on travaille 100 000 heures dans une vie, j'ai pas envie de consacrer 100 000 heures de ma vie», ce qui fait 11 années en cumulé, hein, si on met tout ça bout à bout sans dormir, pour un truc qui va flinguer mon futur. C'est hors de question et je ne le ferai pas. Et donc, il faut absolument que ça soit aussi une démarche sincère et qu'on dépasse le stade de l'image pour se dire, bah, moi, je vais me mettre dans une logique où les gens vont avoir envie de venir fabriquer des produits, des services chez moi parce que c'est des produits et des services qui feront sens. Donc, ça re-questionne aussi son business model. Très bien. Et alors, quelles sont les principales actions que peuvent mettre en place, les entreprises, aujourd'hui? C'est, le parc véhicule, on imagine le parc véhicule électrique, mais c'est peut-être un système de visio pour limiter les déplacements. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de ce qui est, des principales actions à mettre en place? Ouais, alors moi, c'est des questions qu'on m'a souvent posées et auxquelles je suis personnellement confronté aussi, puisque Time for the Planet est malgré tout une entreprise. En fait, déjà, je voudrais regarder la chose d'un point de vue plus macro, parce que je pense que les questions, elles sont plutôt là. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, et je les comprends, hein, c'est super difficile pour eux. Enfin, on leur dit partout, les gars, il faut être plus sobre, il faut réduire de 10%. D'accord, mais comment? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que c'est pas évident. Je pense qu'il y a 2 principaux leviers qui permettent d'entamer le truc et de se mettre dans une dynamique et il faut comprendre, les choses de manière plus macro pour pouvoir, voir dans sa globalité l'intérêt de ces leviers. Le premier, c'est l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des boîtes, leur premier levier d'action, c'est qu'elles ont des fonds. Elles ont un peu d'argent, elles ont un peu de trésorerie, elles peuvent utiliser ces fonds et ça peut avoir un impact direct. En fait, quand on parle par exemple de déployer des innovations avec Time for the Planet, on fait ça parce que on est dans un système qui n'a pas fait sa mutation. Donc c'est très difficile d'être irréprochable en tant qu'individu ou entreprise dans un système qui ne se transforme pas lui-même. On va prendre un exemple. Quand j'ai des locaux et que j'ai commencé à faire ce que tu dis, un petit peu mettre des poubelles jaunes, changer les véhicules de mes collaborateurs, en fait, je vois que très vite l'impact il est limité et il y a des choses que je ne pourrais pas transformer. Par exemple, je ne sais pas si j'ai des clims en interne, si je suis une entreprise qui produit du plastique, je sais pas, je produis du plastique, voilà, j'utilise de la production de froid, c'est massif, ça représente 90% de mes dépenses en énergie puisque c'est mon corps d'activité. Bon, bah, changer la flotte de véhicules de mes collaborateurs et mettre des poubelles jaunes, c'est anecdotique. En fait, c'est pas là-dessus que je vais vraiment avoir de l'impact. Sauf que moi, je vais pas réinventer les systèmes de production de froid à l'échelle mondiale, quoi, parce que c'est pas mon rôle, c'est pas mon métier, et je suis donc tributaire de la façon dont on produit du froid et tributaire du fait que ça produise énormément de gaz à effet de serre. En l'occurrence, la production de froid, ça utilise des gaz HFC qui sont 15 000 fois en moyenne plus nocifs que le CO2 en termes de pouvoir réchauffant. Donc, je suis mort en fait. La seule façon que j'ai de faire en sorte que mon entreprise se décarbone à terme, c'est de dire, bah, moi, je vais investir pour contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle mondiale, notamment via l'innovation et des innovations de rupture qui permettent de produire du froid sans utiliser ces gaz HFC. Nous, typiquement, on a investi dans une boîte qui fait ça. Elle le fait avec de l'eau, quelques litres d'eau en circuit fermé. Donc, elle supprime complètement l'utilisation de ces gaz et elle permet de produire du froid et de continuer à produire du froid. Je pense que ça, c'est le premier grand réflexe parce que bon, là, on rentre dans les trucs techniques, mais si les dirigeants qui nous écoutent se sont un peu intéressés à leur bilan carbone, etc., ils voient qu'on a 3 scopes. Et dans le scope 3, il y a cette ligne investissement. Souvent, c'est ce qui représente le plus des émissions. Et le problème, c'est que c'est pas valorisé aujourd'hui. Donc, il faut trouver des moyens de valoriser ça en disant, bah, regardez, moi, j'investis pour faire en sorte que on décarbone notre économie de manière globale. Et aujourd'hui, on est obligé de la jouer collectif parce que moi, tout seul, en fait, j'ai pas vraiment de vraie solution pour me décarboner. Deuxième point macro, désolé, je sais qu'il faut aller vite, mais je pense que c'est important, c'est questionner son business model. En fait, je crois qu'il est là le vrai nœud du problème. C'est pas encore une fois ne rien changer et mettre des poubelles jaunes qui fait que vous allez réussir à avoir une vraie mutation, à attirer des talents et à vous retrouver demain avec une entreprise qui soit à nouveau hyper prospère et qui grandisse. Je pense que questionner son business model, c'est crucial parce qu'en fait, on est en train de changer de paradigme sur les business models des boîtes. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut plus être rentable, ça ne veut pas dire qu'il faut plus faire d'argent. Par contre, ça veut dire qu'il faut se demander à quel point le business model qu'on a aujourd'hui est soutenable et à quel point on est capable de le faire évoluer vers quelque chose qui fasse peut-être plus de sens pour permettre à mon entreprise d'être peut-être moins prédatrice, comme on utilise tous ces termes. Et donc là, c'est une réflexion qui est extrêmement personnelle parce que ça va dépendre complètement de votre vision du monde, ça va dépendre complètement de ce que vous faites, de votre secteur d'activité. Nous, typiquement, on a choisi qu'on distribuerait aucun dividende. C'est un exemple, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire parce que toute entreprise a des différences, mais nous, on a dit les dividendes, maintenant, on les injecte dans le fait de pouvoir relancer de nouvelles innovations. Ben voilà, une entreprise qui dit, moi, mon modèle économique aujourd'hui, il fait 30% de profit, je le distribue tous les ans à mes actionnaires,
est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut espérer pour réussir à avoir une activité qui soit soutenable demain? Et là, on questionne des choses qui sont assez profondes, parce que typiquement, quand nos actionnaires doivent choisir entre, faire un peu plus de profit parce qu'ils ont le pouvoir d'accéder à ce profit à travers les dividendes ou, dire: «Bah non, nous on va se contraindre un peu plus, on va investir un petit peu plus dans des trucs qui polluent moins, on va, retravailler notre chaîne de production pour que, au lieu de balancer, des merdes dans la rivière et ben, on les retraite». C'est hyper con ce que je suis en train de dire, mais si les actionnaires peuvent réfléchir comme ça et se dire: «On va faire l'effort d'aller plutôt vers une entreprise plus soutenable et on prendra un peu moins de dividendes à la fin de l'année parce que le dirigeant d'entreprise les y invite et a retravaillé son modèle pour que ça soit plus simple pour eux d'avoir cette bah, mine de rien, je pense que l'impact à la fin, il est 1000 fois plus important que de mettre du tri dans son entreprise. Voilà, je pense que c'est plus sur cette vision macro que je voulais répondre. Après, bien sûr, il y a plein de petits gestes et on peut en parler avec plaisir si tu veux, qu'on vienne là-dessus, mais je pense que c'est d'abord autour de l'investissement ou du désinvestissement et du modèle économique de l'entreprise. D'accord, donc si je t'écoute, le 1 pas pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer, c'est d'abord de faire un vrai diagnostic de son activité, c'est ça? Bien sûr, et ça passe d'abord par le bilan carbone, savoir, ce que j'aimais, c'était Peter Drucker, le père du management moderne qui disait: «You can't manage what you can't measure». Bien sûr, D'accord et concrètement, si je veux faire un diagnostic, pour, rentrer dans le vif du sujet pour ceux qui nous écoutent et qui ont bien compris ton message et qui sont très motivés pour le faire, ils s'adressent à qui? Ils recherchent quoi, sur Google, ouais, carrément. Bah, alors là, il tape, «faire mon bilan carbone» et ça va aller très vite. Donc il y a plusieurs, je peux recommander plusieurs, boîtes que je trouve bien. Donc si on est plutôt une PME, une ETI, on va être plutôt sur, des boîtes comme Greenly, par exemple, qui a levé récemment beaucoup d'argent parce qu'ils ont, mis en place toute une mécanique qui utilise, les outils digitaux pour aller vite et être capable, notamment en utilisant les comptes en banque de la boîte, de tracer et de traquer, l'empreinte carbone de chaque chose qui est faite en interne. Après, pour une boîte d'une taille un peu plus importante, ou un grand groupe, ben, il y a des boîtes comme Carbone 4 qui sont très fortes parce qu'elles vont avoir beaucoup de track record sur le sujet, donc commencent à être très précis. Voilà, c'est plutôt ces boîtes-là, hein, clairement, qui sont les plus intéressantes aujourd'hui et qui font très bien le job. Ça se démocratise à mort, hein. Aujourd'hui, je crois que pour une boîte de plus de 250 salariés, ça y est, c'est officiel. Maintenant, ils sont obligés de faire leur bilan carbone. Donc, ça se trouve, la plupart des gens qui nous écoutent ont déjà entamé ce process. C'est pour ça que j'en parlais presque comme une évidence, mais en effet, quand on a 50 salariés, 100 salariés, en fait, ça se fait très bien aussi, il suffit de le vouloir. Merci beaucoup à Arthur pour toutes ces explications. Ce podcast est à présent terminé. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver en replay sur notre chaîne YouTube CIC Sud-Ouest. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode de notre série de podcasts CIC et vous. Enfin, merci de m'avoir invité, merci à tous de nous avoir écoutés et je pense que vous trouverez de la joie et du positif à vous engager dans cette direction plutôt que de la fatigue et de l'exténuation. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, salut.